Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux raconter une histoire, il y a un numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer ici sur Facebook, YouTube et TikTok. On poste plusieurs histoires tous les jours sur YouTube. La chaîne c'est DMG TV à partir de 12h00. Tous les jours, il y a 6 histoires diffusées sur YouTube, DMG TV à 12h00. Ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser. Donc, s'il vous plaît, laissez toujours un like, laissez des commentaires. Tous ceux qui envoient les histoires ici viennent forcément lire les commentaires. Si vous avez une question à poser, un conseil à donner à chaque intervenant, faites-le en commentaire. Merci. Donc, on va écouter la première histoire. Salut DMG, c'est Sagesse de Paul le guerrier de Dieu. Je tiens à vous raconter l'histoire mystique que j'ai intitulée Vol suite à un accident et mort suite à un accident. Cette histoire se déroule dans une ville de la région du Sud au Cameroun. Avant de passer à mon histoire, pour m'en dire, j'aimerais saluer DMG, son staff technique toujours au Formule 1 pour que cette émission puisse être réalisée au quotidien. L'homme de l'ombre, tonton Alex Apene de l'œil de Dieu, Man Bassa, l'UNIDA, sa citoyenne africaine, les femmes et filles du Sud, Sam Minimatique, la maman, puis des bénédictions, et maman et Québec Jacqueline qui raconte toutes les histoires de son quartier, sans oublier les commentateurs négatifs et positifs, et aussi les narrateurs et narratrices qui ne peuvent pas se faire identifier par des noms et des sobriquets. Vraiment, merci à tous ici en vos rôles et rangs respectifs. Je vais passer à mon histoire proprement dite. C'est l'histoire d'un monsieur qui roulait à bord de son véhicule et là, subitement, il va voir un véhicule garé dans son sens de déplacement, donc ça veut dire du côté droit, un gros porteur. Et lorsqu'il a voulu esquiver ce gros porteur-là comme ça, il va donc être face à face avec un conducteur de moto et son passager. Et il va encore essayer d'éviter ce conducteur de moto et son passager-là. C'est où il va faire un tonneau et se retrouver du côté gauche de son sens de déplacement dans la rigole. Il va donc être secouru comme ça par le chauffeur de la moto et son passager. Mais ce que le chauffeur de la moto va faire, c'est que il va fouiller ce monsieur-là et il va prendre son téléphone et son portefeuille qui contenait des sous et ses pièces personnelles et il va donc dissimuler, pour dire cacher. Et après que le monsieur qui avait perdu connaissance se réveille à l'hôpital aux urgences, il va donc demander après son téléphone comme ça et personne ne saura de quoi il est en train de parler. Néanmoins, on va prendre le téléphone et lancer l'appel. Ce conducteur de moto là qui avait secouru jusqu'à l'arrivée des sapeurs-pompiers était déjà rentré dans son quartier et le téléphone va sonner comme ça là-bas dans son quartier et il va faire l'erreur de décrocher le téléphone. Mais bien après, quand on va encore essayer de lancer le téléphone, il a décroché bien sûr sans ne rien dire. Et par la suite, il va éteindre dans le téléphone. Et quand on essaie encore de relancer le téléphone en question, il ne passera plus. Et voilà, donc s'écoule plusieurs jours. Et là, le conducteur du véhicule accidenté qui s'était en sortie est donc venu comme ça se plaindre au commissariat puisque c'était des policiers qui avaient fait ce constat-là. Il vient se plaindre au commissariat donc et il énumère les trucs qu'il avait perdus, notamment son téléphone. Et on va donc comme ça tracer son téléphone et ça va tomber dans le quartier où le conducteur de moto est. On va donc remonter la pente jusqu'à retrouver ce conducteur de moto et ce passager-là. Mais le conducteur de moto va nier n'avoir jamais pris le téléphone. Et là, quand on va lui dire, on va mettre à sa conscience qu'on a tracé le téléphone et effectivement, ça va montrer son quartier. Donc, ça ne peut qu'être lui qui a ce téléphone-là puisque ça a été décroché dans tel quartier, tel jour. Il va donc comme ça avoir peur, mais toujours en niant que c'est pas lui. Le policier n'ayant pas trop de preuves, l'enquêteur, bien sûr, laisse comme ça partir pour le piéger en disant qu'il a la ferme conviction que c'est lui et qu'il doit tout faire pour donc retrouver le téléphone parce que le téléphone est dans son quartier. C'est où il va donc aller et avoir le malin plaisir de prendre un autre téléphone, lancer le numéro de ce monsieur qu'il avait déjà et dire à ce monsieur-là comme ça que s'il veut retrouver son téléphone, qu'il le fasse un dépôt de 100 000 francs dans le numéro avec lequel il l'appelle. Et c'était un numéro de callbox, donc un numéro neutre qui n'était pas son numéro, bien sûr. Et c'est où le monsieur, donc, voyant la valeur de son téléphone et les choses qui s'y trouvaient à l'intérieur, les choses de son service et consorts, il était obligé d'envoyer les 100 000 francs puisqu'il avait fait comprendre qu'il avait acheté le téléphone à 800 000 francs. Et non seulement c'est pas le téléphone qui pleurait, c'est ses contacts et beaucoup de contenus multimédia que ce téléphone lui disposait, qui était toute sa vie. Bien sûr, s'il perdait ce téléphone-là, il devait comme ça
perdre sa vie, ça veut dire qu'il devait devenir zéro, devait devenir vraiment un loser alors qu'il avait tout dans son téléphone. Voilà qu'il va donc faire le dépôt de 100 000 francs au numéro que le monsieur le présentait, au numéro du callbox. Et là, le monsieur va donc retirer l'argent directement au niveau de ce callbox-là. Et on va donc tracer ensuite, aller au callbox, retrouver la dame, mais elle va dire que c'était un client qu'elle a rendu service. Et les enquêteurs n'y pouvant rien vont laisser, mais vont comprendre que c'était sûrement le conducteur de moto qui avait fait ce coup-là, puisque le traçage montrait que le téléphone était à son niveau. Comme il savait qu'il était déjà prêt d'être pris, il a donc préféré comme ça se débarrasser du téléphone, mais de la plus mauvaise des manières, en essayant encore une fois de plus d'arnaquer le propriétaire du téléphone. Le propriétaire du téléphone a dû aller voir un spirituel pour dire que cette personne qui a pris cet argent-là et qui est l'auteur du vol de son téléphone, qu'il subisse ce qu'il a subi pour perdre ce téléphone jusqu'à ce qu'il trouve et il demande une rançon. Voilà comme ça que ce monsieur-là, que on connaissait un peu à ma foi, que j'ai un peu connu à ma foi, le monsieur, le conducteur de moto, a pris l'argent comme ça, il est parti dans une rue de loisirs dans la ville en question et il s'est mis à boire du vin avec des amis. Il a bu, consommé de l'alcool toute la soirée et là comme ça, il est saoul, il est ivre, il est avec sa compagne et il dit à sa compagne que il faut qu'il rentre. La compagne dit que vu ton état, moi, je ne veux pas monter sur ta moto. Moi, je préfère que tu pousses la moto comme il y a une garderie de moto tout juste à côté. Tu peux laisser ta moto à la garderie. On prend comme ça notre moyen roulant et on rentre avec à la maison. Le monsieur déjà peut-être sur l'emprise de l'esprit qui l'animait à ce moment-là a dit à sa compagne que si tu ne veux pas monter derrière moi, je vais rentrer, je vais t'abandonner ici. Sa compagne a dit, elle préfère, elle va se débrouiller à rentrer, mais elle préfère, elle ne va pas monter derrière sa moto vu son état. Et c'est où, comme ça, il va donc l'abandonner avec toute l'arrogance et tout le mépris. Il va donc essayer de prendre la route. Arrivé en route, on ne sait vraiment pas ce qui s'est passé. Le monsieur a dérapé et sorti de la route, a eu un choc de sa moto dans la rigole pendant qu'il rentrait. Et si vous voyez la route là où ce monsieur a fait l'accident, vraiment, vous allez comprendre que ça, c'est un phénomène mystique, un phénomène mystérieux. La route là est large de plus de 20 mètres. Mais on n'a pas compris comment le monsieur peut sortir de la route, déraper, aller se heurter dans la rigole. Et comme ça, il va donc être projeté en dessus, donc en hauteur, quoi. Et quand il va atterrir, ça sera avec le front qui va atterrir et son front va s'éclabousser comme une tomate. Et c'est comme ça qu'il va perdre la vie. Et par la suite, on va donc comprendre que c'était l'argent qu'il avait pris après avoir volé un téléphone selon l'histoire que sa femme nous avait racontée à propos du téléphone qu'il avait ramené à la maison et qu'elle avait même conseillé d'aller rendre à l'enquêteur au moment où l'enquêteur demandait encore tranquillement. Mais il s'est entêté. Il a dit qu'il derrière ce téléphone, il devait avoir de l'argent. Et il a donc eu l'argent qu'il a donc aussi entraîné là où le monsieur avait chuté pour perdre ce téléphone-là. Tel que le monsieur l'avait dit, que la personne subit ce que j'ai subi avant de perdre ce téléphone. Mais lui, il a subi de la pire des manières parce que pour lui, il a subi mortellement. Donc, famille DMG, arrêtons de blaguer avec les choses d'autrui. Tu as retrouvé un téléphone, on te demande si c'est toi qui as pris le téléphone, tu pouvais dissimuler, cacher le téléphone, demander rançon par la suite. C'était donc quoi le projet? Si ce n'était que la mort, si ce n'était que l'esprit qui avait été corrompu, qui avait refusé l'appel, comme on avait dit, à la sincérité, non à la mauvaise foi que l'enquêteur avait essayé de faire comprendre à ce dernier-là bien avant qu'il ne trouve la mort dans un accident de la circulation. Famille DMG, restons en prière pour éviter que nos esprits soient corrompus afin de se retrouver dans ce genre de situation, afin de poser des actes où nous serons de mauvaise foi. Donc, famille DMG, il ne cessera de se dire la base de toute une vie, c'est la prière
à Dieu Tout-Puissant. C'était l'histoire qui était à partager à la grande famille d'MZ. C'était ça de pour le gré de Dieu depuis la ville de Crébé au Cameroun. À vous de liker, de commenter, de partager, surtout de vous abonner à la chaîne d'MZ. Parce qu'avec d'MZ, les souhaits maintenant, c'est un pour les 2 mois par ça, Dieu mon MZ. Je vous remercie de m'avoir écouté. À très bientôt pour notre histoire mystique. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la deuxième histoire. DMG TV et sa grande communauté, nous vous passons un bonsoir chaleureux. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit votre partage, soyez richement, puissamment et abondamment béni. Fabrice Edmond qui dit, c'est comme ça que je m'appelle, originaire de l'Est Cameroun. Déjà, il faut liker, partager et commenter afin que les plateformes de streaming comme YouTube, TikTok et Facebook partagent aussi l'histoire et que plusieurs personnes puissent être touchées et que ces dernières puissent aussi être sensibilisées au même titre que nous. C'est une histoire qui s'est déroulée depuis. C'était l'un de mes oncles, le petit frère de ma mère, père son âme. Il était donc avec ses amis. Ils sont allés camper. Vous savez, chez nous, à l'époque au village, pour faire du braconnage, il fallait entrer en forêt et y camper. Alors, ils sont arrivés en forêt. Ils sont allés tendre les pièges. Vous savez, le premier jour n'est pas facile. Ça fait que ce que vous mangez le premier jour, ce sont vos provisions que vous apportez depuis le village. Alors, n'ayant pas apporté, ayant confiance en eux, ils se sont dit non, en tendant les pièges et tout, ce qui est sûr, vont trouver de quoi manger. Alors, comme la nuit, le soir tombait, le soir arrivait déjà, se disent, voici qu'on n'a pas tout mangé, creusons plutôt l'igname sauvage. Ils sont allés, ils ont cherché les ignames sauvages, ils ont creusé à suffisance et ils sont rentrés. Au campement, donc, ils ont fait bouillir les ignames en question et bien laver. Net au moment où ils sont en train de laver les ignames, à chaque fois qu'ils mettent dans le combo, donc, ils lavent de la marmite pour maintenant mettre dans le combo de telle enseigne qu'une fois que c'est dans le combo, c'est déjà mangeable. Puisque là, il n'y aura plus de peau. Donc, le fait de laver, c'est un processus de retirer la peau et les petites racines qui y sont souvent. Mais mon oncle constate que quand il place 2 ignames, au moment où il se retourne pour laver l'autre igname pour que ça fasse 3 et il n'y en a même plus un seul. Et si son ami et lui placent 2 au même moment, au moment de continuer le lavage, ils vont se rendre compte qu'il n'y a plus qu'un seul igname. Mon oncle accuse son ami, il dit mais gars, patiente même qu'on lave d'abord tous les ignames là avant de commencer à manger. Son ami lui dit mais toi aussi, est-ce que c'est moi il n'a rien touché, il dit allez ça. Lui aussi il dépose. Rien, il se rend compte que les ignames ne font que finir, disparaître. Et il se dit aussi au même titre que c'est mon oncle qui est en train de manger les ignames. Ils ne peuvent pas accuser la 3e personne, non, leur 3e ami, parce que celui-là, lui, là, assis un peu à plus de 3 mètres. Donc, s'il faudrait qu'il prenne l'igname, il va falloir qu'il se déplace. Comme ça que, curieux, il regarde. Maintenant, quand ils mettent l'igname, il s'y attarde vraiment. Donc, il regarde pour voir comment l'igname va faire pour disparaître. Ils se rendent compte qu'à chaque fois qu'ils plaçaient l'igname, il y a une main qui passait là, on ne savait pas par où la main apparaissait, mais ils voyaient au niveau du combo une main d'être humain qui ramassait les ignames et ensuite, dès que l'igname sort du combo, la main disparaît. L'oncle dit, ah, ok. Il a fait le geste à celui qui ne lavait pas les ignames, de lui passer le câble. Oui, excusez. Il a fait donc signe à son ami de lui passer le câble. Quand il lui passe le câble, il forme le nœud et tout. Il met tout au bord du combo. Il pose maintenant les prochains ignames. La main est encore revenue. Au moment où ça a ramassé les ignames, mon oncle a tiré sur le câble. C'est comme ça que le câble s'est serré autour de la main qui ramasse les ignames. Il tire maintenant la main. Il bloque. C'est comme ça que le monsieur, c'est lui, puisqu'on voyait que la main pour un départ, il commence à crier, lâchez-moi, dis-toi c'est qui d'abord.
dit non, lâchez-moi, j'avais faim et tout. Je dis, tant qu'on ne te voit pas, on ne peut pas te lâcher. C'est comme ça que le monsieur se matérialise, donc il apparaît dans le campement. Tout le monde prend panique, sauf que mon oncle, lui, ne lâche pas le câble. Donc il maintient le câble, il ne lâche pas. Alors, il prend le type et dit, mais toi, tu viens nous finir nos ignables comme ça, pourquoi? Ok, comme tu n'as pas eu le courage de nous demander, on va aussi te punir. Ils ont attaché le type. Là, il y avait un poteau là dans la maison, ils l'ont attaché dessus. Quand il l'attache, le type en question ne parle plus, donc il est là tranquille, il ne dit plus mot. Puisqu'il a essayé de supplier, fatigué, personne n'a cédé. Il est maintenant resté tranquille pour voir ce qui allait se passer. Mon oncle dit que ils sont restés. Quand ils attrapent le type en question, il était, je crois, selon ses dits, ils étaient aux environs de 20h, 21h. Ils l'ont attaché. Ils disent qu'ils sont restés là. Ils sont restés techniquement et normalement. Le jour devait déjà se lever, mais toujours rien. Parce que, mais, ils se font signe que, mes gars, vous ne constatez pas que la nuit d'aujourd'hui a tellement mis long. En temps normal, vu les chants d'oiseaux qu'il y a déjà aux abords là, les chants là, c'est surtout quand il fait déjà jour. L'oiseau là n'a jamais chanté dans la nuit. Je dis, mais qu'est-ce que tu veux? Tu vois qu'il fait nuit et tu parles de jour, comment? Ils sont restés là, DMG. Alors, tellement qu'ils ont supporté fatigué, l'un dit, gars, lâchons le type si. On le lâche juste comme ça. Avant de le lâcher, ils lui disent que prochainement, quand tu veux quelque chose, tu demandes. Tu ne sais pas qui est qui. Donc, quand tu veux quelque chose qui ne t'appartient pas, au lieu de voler comme tu le faisais là, tu demandes. Le type en question acquiesce, il dit ok, il a compris. On détache le monsieur. Quand on le détache, au moment où il sort de la cabane, de leur campement, donc au moment où il avance, c'est comme si lui il partait à l'obscurité. Donc chaque pas faisait apparaître le jour derrière. Et devinez l'heure qu'il était déjà. Il était 15h du lendemain. Quand il parle, le soleil apparaît déjà très loin. Imaginez 15h du lendemain. Tous étaient étonnés. Personne ne pouvait imaginer quoi que ce soit. Ils étaient la bouche bée. C'est comme ça qu'ils ont fait leur bagage. Ils n'ont même plus trop attendu, passer le temps là-bas pour faire leur piège. Ils sont rentrés au village. Donc cette histoire, je l'ai juste racontée comme ça. La moralité, chacun pourra voir. Chacun pourra voir ce qu'il peut tirer. Vous voyez un peu, mais c'est juste une façon de dire que la forêt, c'est la forêt. Il y a aussi des êtres qui y vivent. Pas seulement en forêt. Mettons en tête que nous ne sommes pas seuls. Vous voyez, nous ne sommes pas seuls et prions beaucoup. Et si par mégarde, un tel truc vous arrive un jour, au lieu d'en faire tout un problème, laissez faire. Parce que si quelqu'un prend quelque chose comme ça, ça veut dire qu'il avait réellement besoin. Il en avait besoin. Donc, au lieu d'en faire un problème personnel, laissez faire. Voilà, c'est tout. Merci DMG. Likez, commentez, partagez et surtout, n'oubliez pas de toujours parler de la chaîne DMG à vos proches car ils ont beaucoup à apprendre et beaucoup à nous faire apprendre aussi. Voilà, Fabrice Kédier. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la troisième histoire. Bonsoir DMG, bonsoir à toute la communauté, j'espère que vous allez bien. Je reviens sur ce pas avec une nouvelle histoire et celle-ci, je vais l'intituler « Suivre son instinct ». Il y a très longtemps, ça remonte peut-être à 10 ans voire plus, je me suis retrouvée à l'instance, au tribunal de grande instance, mais seulement là où la plainte avait été portée et puis le lieu de mon habitation n'était pas le même. Du coup, on était supposé, ma mère et moi, à chaque fois, faire le voyage. Seulement, il y eut ce jour où, à cette époque-là, la route, je suis congolaise, à cette époque-là, la route n'était pas encore complètement achevée. Du coup, le trajet était pénible et tout. On arrive pour prendre
notre moyen de transport, on va dire la voiture. Et une fois, on est déjà complet, le chauffeur roule les bagages et il ferme ces bagages-là. Mais au moment de démarrer, ma mère dit qu'on change de voiture. Tout le monde est en mode, mais qu'est-ce qui se passe? Elle dit non, 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 qu'elles ne se sent pas bien dans cette voiture. Elles se sont étouffées. Du coup, il y avait déjà 2 autres personnes qui attendaient. Elles sont venues remplacer à notre place et nous, on attendait qu'un autre camion se charge, enfin une autre voiture se charge. Et ça n'a pas traîné. Vous savez comment sur la route les gens roulent, donc on a pu, on va dire, démarrer sans grand temps de latence. Voilà. Et arrivé au niveau de la route, en fait, le chemin était long, comme je vous le disais. Je ne sais pas si je vais toujours remercier l'instinct de ma mère ce jour-là parce qu'il nous a aidés. Je vous explique ce qui s'est passé. C'est que le taxi où on était supposé être a eu un accident, mais un accident où malheureusement personne ne s'en est sorti vivant. C'est-à-dire ils ont fait un tonneau, on ne sait pas trop comment, et après le tonneau, le taxi est parti se retrouver enfermé dans le caniveau où les portes, on ne peut pas tirer les portes et ça a pris feu. Donc, c'est comme ça que malheureusement, toutes les personnes sont décédées. On va dire les 7 personnes à l'intérieur sont décédées et nous, on est arrivés sains et saufs. Je me rappelle encore parce que j'étais assez petite, je veux dire, j'avais entre 9 ou 10 ans. J'ai hurlé, j'ai pleuré, mais ce qui est arrivé est déjà arrivé. Donc, cette histoire, c'est un peu pour dire aux gens de toujours suivre leur instinct. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 4e histoire. Alors, la première histoire consiste concerne une dame qui habite en Belgique et qui a une bonne situation financière. Elle s'est mariée à un blanc qui est comptable et qui est aussi actionnaire dans une société de bourse. Donc, tout allait bien dans sa vie. Et ils ont un enfant, elle n'a qu'un seul garçon qui a 17 ans. Et la vie allait de bon train. Et subitement, un jour, sa tante l'appelle pour lui faire savoir que sa nièce, c'est-à-dire la fille de sa tante, voilà, avait eu son bac et tout, et qu'ils avaient le souhait de l'envoyer étudier hors du pays. Et comme depuis toutes ces années qu'elle est partie, elle n'a pas vraiment pris le temps de faire remonter quelqu'un en Belgique et tout. Donc, qu'elle aurait souhaité, d'accord, que cette dernière l'aide à ce que sa fille puisse avoir le visa pour aller étudier, et si possible loger en Belgique chez elle. Donc, pour elle, c'est normal. Donc, la dame dit ok, qu'elle va réfléchir et elle va lui faire un retour. Après avoir accroché, puisque c'est une dame qui est avec quelqu'un qui lui faisait des visions, des consultations et machin. Donc, elle appelle ce dernier et lui fait savoir, il lui fait part de la situation et lui demande de vérifier si c'est une bonne idée de recevoir sa nièce. Donc, après consultation, le consultant, le monsieur qui a fait la consultation lui est revenu et lui fait savoir que non, que ça ne sera pas du tout une bonne idée d'accepter sa nièce chez elle. Et par contre, elle peut faire en sorte que sa nièce vienne en Belgique, il n'y a pas de souci, mais de ne pas accepter que sa nièce habite dans la même maison que elle. Et ce dernier lui faisait savoir qu'on ne met pas du charbon chaud dans le paille, que ça va prendre feu. Bon, les deux avaient l'habitude de travailler, donc
Elle savait très bien que ce que le monsieur lui disait était déjà une part de vérité. Mais bon, et elle dit à ce dernier qu'elle ne pourra pas vraiment désister parce que c'est la famille et qu'elle ne veut pas avoir des embrouilles dans la famille. Elle ne veut pas qu'on pense qu'elle n'a pas envie d'aider sa nièce et tout. Donc elle a demandé au monsieur s'il n'y a pas une solution pour éviter que les drames arrivent. Le monsieur lui dit non. La seule sacrifice que tu as à faire, c'est d'éviter que ta nièce habite dans la même maison que toi et ta petite famille. Donc elle a dit au monsieur d'accord qu'il n'y a pas de souci. Plus tard, elle va surfer sur TikTok. Elle tombe sur un autre monsieur. Et elle demande à la personne, à cette dernière de vérifier, de lui faire une consultation sur la même situation. Ce dernier fait la consultation et lui revient et lui dit des trucs similaires. Mais par contre, ce dernier lui expliquait qu'il avait une solution pour qu'il puisse accepter, pour qu'il puisse recevoir sa nièce chez elle sans qu'il n'aille de dégâts, sans qu'il n'aille de drame. Donc pour elle, bon, voilà ce qu'elle voulait. Et dès l'instant, elle a commencé par sous-estimer le premier, avec qui elle travaille depuis entre 1 et 2 ans. Finalement, le deuxième qui lui a fait la consultation lui a garanti et lui a fait la promesse que tout allait bien se passer, donc qu'elle pouvait s'engager et faire venir sa nièce, d'accord, et en Belgique, et que sa nièce pouvait habiter dans la même maison que elle et tout. Donc elle a fait ce qu'on lui a demandé. Et elle a fait tout le nécessaire. Procédure, visa, c'est la fatigue. Procédure, visa, billet d'avion, tout. Avant que la nièce ne quitte le Cameroun, elle allait se préparer. Donc du coup, elle n'était pas venue en Belgique les mains vides. On l'a chargée avec des petits médicaments et tout. Donc elle est venue. 1 mois, 2 mois, 3 mois et tout. La fille a commencé sa scolarité, sa rentrée scolaire et tout. Tout se passait bien. Et elle a attendu de gagner la confiance de sa tante et la petite famille et tout. Donc généralement, ils ont une cuisinière. Et la cuisinière, son rôle, c'est de devenir cuisinière repartie chez elle le soir. Puisque la dame travaille, le mari travaille et le seul enfant qu'ils ont va à l'école, pardon. Donc, quand elle revient, elle a le temps de mettre des médicaments qu'elle avait ramenés du Cameroun dans la nourriture pour sidérer l'homme, pour le mari de sa tante. Donc, elle a commencé par faire cela. Chemin faisant, il s'est avéré que le mari de sa tante a commencé par vraiment tomber amoureux d'elle. Ils ont commencé par se voir, le monsieur quittait le boulot, prenait la fille, et ils allaient se voir dehors et tout. Pendant ce temps, elle n'avait rien compris. Mais il s'est fait que son mari avait changé de comportement. Le mari ne la digérait plus, le mari ne voulait plus vraiment l'aimer comme c'était avant, c'était de l'amour, c'était, voilà. Les choses ont changé brusquement, plus de sentiments et tout. Donc, elle a trouvé ça un peu étrange. Et quand elle a commencé par surveiller, c'est là qu'elle a réalisé au fait que les deux se voyaient en dehors de la maison. Donc, elle a interpellé sa nièce sur le sujet. Elle a demandé à sa nièce, pourquoi mon mari vient te chercher à l'école et pourquoi tu ne m'as rien dit? Qu'est-ce qui se passe? Et sa nièce lui a dit non, que généralement, comme elle est nouvelle, le mari venait la chercher pour la faire visiter la ville et tout, machin. Bon, elle a posé la question à son mari et le mari lui a resservi la même version. Donc pour elle, ok, il n'y a pas de souci. Mais comme la fille a constaté que sa tante avait commencé par constater les faits, ainsi elle appela sa mère au pays et dit à sa mère, voilà, elle a commencé, bon, elle a narré un peu ce qui se passait à sa mère et on ne sait pas par quel moyen
ils ont fait en sorte que l'enfant de cette dernière, c'est-à-dire le garçon de la dame en question en Belgique, commence par tomber malade. Une maladie qui est venue subitement et qui est rentrée dans la paralysie. Tout quelqu'un qui allait à l'école très bien et tout. Voilà. Donc, ils ont commencé par harceler la dame spirituellement. Et le temps qu'elle se réveille de son sommeil, c'était déjà trop tard. L'enfant ne pouvait plus marcher et tout et tout. Et c'est de là qu'elle constate que ça venait plutôt de sa nièce, excusez-moi. Et elle a fait recours maintenant à l'ancienne personne avec qui elle travaillait et qui lui avait formellement interdit d'installer sa nièce chez elle. Elle a expliqué les faits à ce dernier et a demandé que ce dernier lui fasse une consultation. Ce dernier avait refusé parce qu'elle a désobéi. Donc après supplication, le monsieur a essayé quand même de faire la consultation et lui a dit « Ah, vous êtes dans une situation très avancée parce que ta nièce vous a empoisonné. Et mystiquement, elle a des complices dehors qui vous ont attaché. Donc, c'est le fait que tu commences par ouvrir les yeux et savoir que les deux se fréquentent, que ta nièce et son mari, et que ta nièce et ton mari se fréquentent, qui t'ont mis sur scellé, afin que tu n'aies pas le temps de réagir ou de t'occuper d'eux. Entre-temps, le mari de la dame était devenu vraiment fou amoureux de la fille, au fait. Il rapportait des cadeaux à la maison pour la fille, des portables par-ci, des ordinateurs par-là, de l'argent, un compte bancaire. Donc, c'était la nouvelle princesse de la maison. Et quand la dame a eu les informations qui confirmèrent ses doutes, elle a éclaté de colère et elle a fait une bagarre avec son nièce dans la maison. Et dans cette bagarre, les deux vraiment se sont cognés, quoi. Vous connaissez la bagarre africaine. Donc, après cette bagarre, on constate qu'elle-même commence par tomber malade. Parce que quand son enfant ne pouvait plus aller à l'école, elle avait dû commencer par prendre soin de son enfant, ce qui fait qu'elle a dû arrêter de travailler. Pendant ce temps, sa nièce était déjà enceinte. Mais elle ne savait pas. Du coup, elle ne travaillait plus, elle s'occupait de son enfant. Et là, voilà, elle en question aussi qui tombe malade. Son mari qui refuse de s'impliquer et de faire quoi que ce soit. Donc, désespérée, la dame a rappelé le monsieur et a demandé quoi faire. Le monsieur lui a dit, il faut que tu descendes, il faut que tu viennes me voir, toi et ton enfant, parce que je ne pourrai pas vous soigner, vous traiter à distance. Il y a des choses dans votre corps qu'il faut enlever. Et c'est comme ça que la dame a réuni ses économies et est partie avec son enfant. Ils sont allés chez ce dernier et vu que les cas étaient déjà avancés, surtout le cas de l'enfant, il ne pouvait plus désormais marcher et qui était dans un fauteuil roulant, le monsieur a commencé par faire les traitements spirituels, a commencé par les aider spirituellement, enlever les trucs et les détacher de cet envoûtement-là. Effectivement, le monsieur a réussi, la santé s'est rétablie, l'enfant qui était venu paralysé a retrouvé un peu sa forme de se lever. C'est vrai, l'enfant ne pouvait pas encore vraiment marcher, mais l'enfant arrivait désormais à se lever sur ses deux pieds. La dame qui sentait des picotements dans le corps, comme si quelqu'un la mettait des aiguilles dans le corps, s'est rétablie aussi et tout. Donc voilà, après un mois de séjour, l'économie était épuisée, il fallait retourner et tout. Et bon, il y avait quand même changement et satisfaction. Alors, grande surprise, une fois en Belgique, la dame constate que sa nièce était enceinte et que la grossesse était dans un état très très avancé. Une nouvelle dispute a éclaté avec le mari
Et le mari lui tend un papier qui était un papier de divorce. Et quand elle a fait appel à sa tante, la dame a fait appel à sa tante, c'est-à-dire la maman de sa nièce, elle lui a expliqué la situation parce que depuis que l'histoire a commencé, elle n'a pas alerté la famille. Pour elle, elle pouvait laver le linge sale à son niveau. C'est là qu'elle n'en fait pas et la mère de sa nièce, c'est-à-dire sa tante, lui fait savoir que oui, elle est au courant et que elle ne peut pas empêcher sa fille de tomber amoureuse de son mari, encore moins encourager sa fille à avorter cette grossesse. Donc voilà, ils vont tous au fait que accoucher le bébé. La dame a vraiment pété un plomb. Mais à moins, après avoir écouté les conseils de son guide spirituel, elle a accepté de mettre le divorce en procédure. Et une fois que le divorce a été mis en procédure et tout, elle est partie, elle a essayé de reprendre le boulot et tout, parce que la santé était revenue, son enfant pouvait se lever. Donc elle a inscrit l'enfant dans une rééducation, un centre de rééducation et tout. Mais elle était tellement fâchée qu'elle avait fait un travail pour que ce bébé ne puisse pas naître. Effectivement, quand sa nièce est partie accoucher, elle a accouché un garçon, mais un mort-né. Et cette famille s'est cassée parce que cette dame a divorcé de son mari finalement à cause de sa nièce qu'elle a acceptée chez elle. Et cette nièce a détruit une famille de plus de 20 ans d'existence. C'est vrai qu'il n'y a pas eu de mort, mais il y a eu beaucoup de coups spirituels. Le message dans cette histoire que je vous raconte, c'est de ne pas accepter tout le monde chez vous. Parce que nous sommes tellement aujourd'hui attachés à la valeur familiale. On veut montrer notre bonne foi, notre bonne volonté. On veut montrer à quel point on est généreux ou généreuse. Et d'autre part, cela se retourne contre nous. Si elle avait écouté le monsieur au premier abord, ça n'allait pas arriver. Mais comme dans la vie, la générosité domine toujours, parce que quand on a un bon cœur, parfois on se dit, ça vaut le coup de l'avoir fait. Et elle l'a fait. Ne portez pas d'aide à tout le monde. Non. Ne tendez pas la main à tout le monde, parce que tout le monde n'est pas censé être aidé. Et quand vous voulez aider quelqu'un, soyez très vigilant. Et faites-le avec beaucoup de modération. Nous sommes dans une ère aujourd'hui où il y a plus de loups que de brebis. Ne sous-estimez pas les gens qui vous fréquentent ou les gens que vous côtoyez. Ça, c'était la première histoire. La deuxième histoire, ça s'assoit sur un jeune couple. Un jeune garçon, donc le père est entrepreneur au Bénin. Et une fille qui est orphelin de père et de mère. Les deux ont fréquenté dans la même école la plupart du temps, donc ils se connaissaient. Et après le bac, l'amour, l'ère de l'amour a sonné. Et les deux se sont mis en couple et tout. Et chemin faisant, puisque cette fille étant orphelin de père et de mère, avait toujours son rêve de voyager pour les États-Unis. Donc elle jouait au loto-visa. Et comme cette défunte parent ne dorme pas, dans le tombe, l'opportunité s'est présentée à elle, elle a gagné. Et c'est après avoir gagné qu'elle en fait part à son copain, donc le père est un entrepreneur. Elle lui fait savoir qu'elle vient de gagner un loto-visa pour les États-Unis. Et que maintenant, il lui fallait débourser les moyens. Ce dernier va en parler à son père qui est entrepreneur et qui a de l'influence, qui a aussi de l'argent. Donc au premier abord, son père lui conseille qu'ils organisent un mariage clandestin, c'est-à-dire un mariage qui se fera sans l'accord des parents de la fille,
elle est veuve, donc quand même elle a des tantes, elle a des oncles, donc personne n'est au courant de ça. Un mariage qui a été fait, des anneaux qui étaient passés au toit et tout. Et c'est après que ça, que son soi-disant beau-père l'a aidé à avoir le passeport, à avoir, pardon, le billet d'avion et tout et tout. Et elle a eu la chance de partir. Arrivée aux États-Unis, il fallait qu'elle reste quelque part. Donc, un cousin de longue marche a été contacté et bon, vu que lui aussi, il avait les moyens, il était stable, il a accepté que cette dernière vienne habiter chez lui. Une fois que cette fille est partie, puisque le décalage d'horaire, vous savez, c'est pas pareil. Elle ne répondait plus fréquemment, comme d'habitude, aux messages de sa fiancée, ou je dirais de son mari, parce qu'elle était tout le temps dans la quête de trouver du boulot. Donc, ça fait qu'elle n'avait pas tout le temps la tête à son téléphone et tout. L'histoire commençait pas à dégénérer entre les deux. Les menaces ont commencé par se proférer et l'homme commençait à menacer la femme sous prétexte qu'à peine arrivée aux États-Unis, elle l'abandonnait déjà. Et cette dernière se justifiait chaque fois pour lui dire non, je cherche du boulot, il faut que je trouve du boulot. Chemin faisant, la fille réalise que l'homme était très possessif au fait et que à la longue, ça ne l'arrangeait pas parce que déjà, elle ne travaille pas. Et le manque de temps qu'elle a à aller faire des petits jobs fait déjà qu'il y a des disputes. Donc pour elle, à l'avenir, si elle trouve vraiment un travail stable, ça ne va pas vraiment l'arranger. Et du coup, un jour, un matin, elle en fait part au monsieur avec qui elle est, qui n'est pas son mari, qui n'est pas son copain, qui est un membre de la famille. Et ce dernier demande si elle a une idée du montant qu'on a eu à dépenser, que son beau-père a eu à dépenser sur elle. Donc, elle a essayé de faire une estimation. Et c'est là que ce dernier constate que même la famille n'était pas au courant du mariage arrangé entre eux. Donc, ce monsieur l'a aidé à envoyer l'argent à l'homme, mais sans dire à l'homme effectivement que c'était un remboursement de dette. L'argent a été envoyé dans le contexte où la fille disait à son mari, garde-moi cet argent parce que j'en aurai besoin plus tard. Et après avoir envoyé l'argent, bon matin se lève, elle envoie un texto à ce dernier pour lui faire savoir que vraiment que la relation à distance commençait par lui pourrir la vie et qu'elle ne supportait plus à se justifier vu qu'elle venait de trouver du boulot, qu'elle avait envie d'avoir la paix. Vous connaissez les femmes. Donc le gars, après avoir lu le message, lui répond, ok, sache que j'étais ici quand tu es parti et je t'ai aidé à partir. Mais je peux aussi t'aider autrement à rentrer, que tu veux ou pas. La fille n'a pas vraiment pris ça au sérieux pour elle. Bon, il ne va pas me faire du mal, c'est un petit taillot. Donc voilà, c'est la colère. Et les deux ont arrêté de s'écrire. La fille l'a même bloqué parce que, voilà, le garçon ne supportait pas qu'on le largue de cette façon après les efforts multiples qu'il a eu à faire pour que la fille se rende aux États-Unis. Du coup, qu'est-ce qu'il a fait? Il prend la photo de la fille, il va voir quelqu'un de très puissant, de très influent spirituellement. Et il fait savoir à ce dernier que sa fiancée ou sa femme, à qui il a presque tout fait et qui se retrouve aujourd'hui aux États-Unis, n'a plus le temps de l'aimer et décide de mettre fin à la relation. Et que lui, à son tour, il ne veut plus aussi de la relation, mais qu'il veut que la fille rentre, quel que soit l'état dans lequel elle doit rentrer. Ensuite, il propose une forte somme à ce dernier, qui prend vraiment le travail au sérieux et qui fait du sale. Ils ont accumulé plusieurs rituels, plusieurs sacrifices au nom de cette dernière-là. Un jour, cette fille se lève et commençait par crier les mots de tête. C'était banal. Elle n'arrivait plus à travailler, des nausées, des maux de tête fréquents permanemment et tout. Et en allant à l'hôpital,
On découvre qu'elle a un cancer de cerveau. Et on propose un traitement qui devrait coûter un peu cher. Le monsieur avec qui il est, comme lui, il a les moyens, il dit ok, il n'y a pas de souci, on va gérer. Donc, il s'est engagé dans le traitement qui apparemment lui aurait coûté plus de 10 000 dollars. Et après 6 mois de traitement, rien ne s'y est fait. Rien n'a changé. Au contraire, ça s'est empiré. Pour une personne qui est partie des maux de tête, s'est finalement retrouvée dans le surmenage. La folie. Elle ne peut pas se laver seule, elle ne peut pas vraiment se lever, faire les choses elle-même, il faut qu'on l'aide. Ce dernier travaille dans une entreprise. Les poids ne supportaient ça, ont commencé par s'écraser sur lui. Puisqu'il ne pouvait pas vraiment laisser cette fille dans cet état, il en fait par la famille, à la cousine par laquelle la fille est venue. Il fait savoir que par avoir la situation et tout. C'est fait le nécessaire, il a envoyé les factures, voilà tout ce que j'ai dépensé. Mais vraiment, il n'y a pas d'amélioration. Donc, essaye de voir si tu peux savoir c'est quoi. Parce que l'hôpital nous dit que c'est un cancer, mais on n'arrive pas vraiment à canaliser ce cancer de cerveau qui continue de grossir, de prendre de la place. Donc, c'est comme ça que cette dernière se retrouve dans un lieu de consultation où elle fait une consultation. Et la consultation révèle que la concernée a rompu à un pacte, a rompu à une décision que entre eux deux personnes, ils ont pris et que l'un est allé confier l'autre à un esprit du mal. Et elle fait un retour à son cousin avec qui sa nièce est. Voilà ce qui revient à la consultation. Et c'est là que le cousin comprend et fait rapport à cette dernière que oui, ta nièce m'a dit ça, 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 ça. Et voilà là où ils en sont. Donc c'est là qu'ils prennent conscience que ce n'est plus une maladie d'état naturel, mais qu'il fallait agir et agir le plus vite possible. Alors, aujourd'hui, cette fille dont on parle est atteinte du surménage. Elle n'a plus du tout le sens du raisonnement, encore moins le sens de bon raisonnement. Ils ont décidé de ramener la fille au pays pour la traiter, pour la soigner, afin qu'elle retrouve sa mémoire et sa personne. Qu'est-ce que je veux vous dire? La logique de l'histoire retient que quand vous êtes en couple avec une personne et que vous voulez voyager et que vous n'avez pas la certitude de supporter la distance ou cette relation à distance, ne vous engagez pas. Mettez fin à cette relation avant de partir. Et parfois, il est mieux pour vous de ne pas impliquer quelqu'un dans votre projet de voyage pour éviter que cette personne attende quelque chose en retour de vous. Ça éviterait que cette personne ait de mauvaises intentions sur vous. Pour combien? Pour quel amour quelqu'un va faire des pratiques pour rendre folle une personne avec qui il a eu à passer de bons moments. J'ai l'habitude de dire que l'amour est éphémère. C'est comme de l'alcool. Ça excite quand vous la buvez. Mais il faut du temps pour que vous compreniez que c'est après l'avoir bu que ça vous saoule et que quelques temps après, elle disparaisse. Ne, ne vous appuyez pas sur certaines choses, encore moins sur certaines personnes. Ils ont ramené cette personne, cette fille au pays et actuellement elle reçoit des soins de rétablissement. La famille de la fille est en train de conjuguer le verbe d'un retour à l'envoyeur. Une fois que la fille aura trouvé sa mémoire, il aura une pratique de retour à l'envoyeur qui sera faite. Essayez de tirer des leçons de ces deux histoires. Merci et passez une bonne journée ou une bonne soirée selon
votre position et l'heure qu'il fait chez vous. Merci. C'était l'homme de l'ombre. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 5e histoire. Bonjour DMG, c'est Nicolas depuis le Cameroun. Je dis d'abord, je me demande d'abord pardon à tout le groupe de mon absence et de tout ça. C'est parce que j'avais eu un vol de téléphone. Bon, mon frère et la famille, je viens avec une histoire, une nouvelle histoire une ancienne histoire qui est mon histoire, qui s'est passée à Bafoussam, plus précisément dans le quartier de Akwa, à Bafoussam. Un jour, je pars boire le vin, je bois. J'étais bien sous. Je pars maintenant à quoi? Dans un snack qu'on appelle Ouseni. J'arrive dans le snack qu'on appelle Ouseni. Je bois. Vers 4 heures, on dit que tout le monde sort. Quand on veut fermer. Les gars sortent maintenant. Le jour là, il y avait la rosée. Donc, j'attendais la moto que je vais prendre. J'étais devant la porte du snack, seul, parce que j'étais la dernière personne à sortir. Ils ont fermé à l'intérieur, donc tous les employés sont restés dormir à l'intérieur. La porte était fermée, j'étais seul. Subitement, après peut-être 15 minutes, je suis bonsoir, je me retourne. L'alcool n'est pas bien, mes frères et soeurs, il faut éviter l'alcool. L'alcool, c'est une mauvaise chose. Je me retourne et dis que, mais toi tu sors d'où? Elle change de conversation, elle me dit que toi tu pars où? Je dis je suis encore rentré, elle-même est rentrée. Je dis ok. Elle me dit qu'elle rentre ensemble chez moi, non? Je pose la question parce que moi je suis un peu quelqu'un de très spirituel. Donc moi je suis la personne que avant, parce qu'aujourd'hui je ne fais plus les rapports sexuels en mariage. Avant de coucher avec toi, je devais d'abord voir ce qui est dans ton ventre parce que j'ai certains dons que Dieu m'a donnés. Tant que je ne vois pas ce qui est dans ton ventre, je ne peux pas te toucher. Et si tu es compliqué, je n'ai pas vu, quelque chose va se passer, tu vas quitter loin de moi. Je lui demande, tu es mariée? Elle me dit non. Je dis, tu as accouché? Elle me dit oui, elle a 2 enfants, une fille et un garçon. Elle dit ok. Elle dit que si je n'ai pas dormi chez toi, elle te touche. Elle dit oui. Donc la manière, c'est l'alcool n'est pas bien. Donc voilà 2 choses qui se passent. Elle apparaît d'abord derrière moi. Et la deuxième chose, elle s'exclame oui. Je dis que ok. Maintenant, quand Dieu t'aime, mes frères et sœurs, quand Dieu a une mission pour toi, et que Dieu est avec toi, le diable peut tout faire, il ne peut pas t'atteindre. Donc c'est comme ça, elle stoppe la moto. La moto arrête. Quand la moto vient pour nous porter, c'est comme ça qu'une autre personne stoppe ça avant. Et vous assure au moins 15 mètres. 15 mètres ou 10 mètres. La distance où la moto vient. Elle dit que tu reviens. Il dit oui. Comme ça, la moto part. Après ça, je suis là. Je commence à parler seul. Vous savez, l'alcool, ça fait flipper. Je commence à parler seul. Elle se rend compte que je suis alors bien visible. Elle se rend compte que voilà alors une victime. Voilà ma victime de ce soir que je vais terminer avec. C'est alors comme ça que la moto, elle ne fait que parler seule. Ouais, c'est quelle malchance c'est ça. La moto là est où? C'est quelle malchance c'est ça. C'est comme ça que la moto arrive. Quand la moto arrive, elle monte. Mes frères, lorsque je prends mon appui sur le premier pied pour mettre sur la moto pour envoyer mon deuxième pied, quelque chose est ancré en moi. Bim, c'est ancré en moi jusqu'à la plante des pieds. J'ai crié fort, je ne baise pas avec toi. Comme si j'étais possédé. Après ça, comme ça, là, la voix là m'a éloigné de cette femme-là. Ça allait me lancer devant l'entrée du marché A. Ça m'a relâché, donc c'est ressorti en moi, j'ai sous-sauté. J'ai dit ça, c'est quoi ça? Voilà une femme que je peux aller dormir avec elle jusqu'à je mangeais même. Je cours. Je m'avais cherché la fille a parti. Je ne me rends même pas de l'ampleur de la chose. Je n'ai pas dormi, c'est quand l'alcool finit. J'ai dit à mon neveu que mon petit, où tu me vois là, non, je suis un rescapé. Parce que si je te dis ce que j'ai vécu dans la nuit, aujourd'hui à 4 heures, tu vas être étonné. L'esprit me dit que grand, je t'aime. Toi-même, tu ne te rends pas compte que la personne a apparu derrière toi. Et après tout ce que tu m'expliques là, il dit que Périka, Dieu m'aime. Mes frères et sœurs, moi je vous dis, j'ai beaucoup des histoires, mais ça c'est une courte histoire de ma vie. Faites très attention, laissez la vie du dehors. Les histoires du bar, les histoires du boîte, ça c'est du n'importe quoi. Parce que quand je regarde ma vie aujourd'hui, puisque moi je suis appelé comme un pasteur, mais je suis même déjà pasteur, parce que moi je suis né pasteur, parce qu'on ne devient pas pasteur, on est pasteur. Quand je regarde ma vie, mon parcours, mes frères et sœurs,
Je me rends compte qu'il y a les anges qui me protègent. Et j'ai aussi quelque chose que je vais dire pour édifier certaines personnes. J'ai parlé sur les personnes qui se mettent en colère, vite en colère, bien en colère. Faites très attention, ne vous mettez pas en colère. Même si ça commence, et si vous vous rendez compte qu'il y a une personne qui vous pousse pour vous mettre en colère, que ce soit ton père, ta mère, ton frère, ta soeur, ta femme, ton enfant, fuis la personne. Pourquoi? Parce que lorsque tu te mets en colère, il y a une énergie que tu rejettes. On appelle ça le chakra, ça a plusieurs noms. Maintenant, quand l'énergie là sort de ton corps, ça vient planer au-dessus de ta tête. Maintenant, les gens mystiques qui partent voir des marabouts, qu'on les donne des talismans, ils aspirent l'énergie là sur ta tête. Et par maintenant, mettre ça dans les talismans pour attirer la clientèle dans les bureaux. Vous voyez un peu. Donc, il y a les autres qui aspirent ton énergie pour fructifier, les puissances sataniques. Vous voyez un peu. Donc, chaque fois que tu te mets en colère, sache que non, il y a une énergie qui sort en toi. Et l'énergie, là, on aspire ça. Si vous remarquez parfois, lorsque tu fais des rapports sexuels, tu te sens fatigué. Ce n'est pas le spermatozoïde qui sort en toi qui te rend fatigué, non. C'est l'énergie que je suis en train de parler qui sort dans le règne spirituel. Parce que toi, tu vois le spermatozoïde. Tu penses que c'est le spermatozoïde qui te rend fatigué. Non, c'est l'énergie qui est sortie à travers le spermatozoïde. Pourquoi? Parce que l'énergie le plus puissante, c'est l'énergie sexuelle. Parce que c'est l'énergie qui donne la vie. Vous voyez un peu. Parce que le corps a plusieurs côtés énergétiques répandus dans son corps. Donc, il faut faire très attention. Ne vous mettez pas en colère. Parce que chaque fois que tu te mets en colère, soit dans le règne spirituel, on t'aspire ton énergie. Et remarquez un peu dans les marchés, beaucoup, il y a les bagarres, il y a les cris, il y a les insultes, il y a la colère, tout. Les grands commerçants là se nourrissent des énergies des gens qui rejettent. Comme des gens qui disent, oh, client, viens ici, client. Quand tu appelles le client, c'est une énergie, tu es en train de gaspiller ton énergie. Parce que après tu as faim, après tu te sens fatigué. C'est l'énergie que tu as gaspillée qui sort en toi, que les mystiques aspirent pour développer les business. Donc, c'est un peu ce que je voulais vous dire. C'est Angelo Nicolas Abed, j'ai plusieurs noms comme méthode. Mais mon vrai nom que le Dieu m'a donné, c'est Ibed, qui signifie serviteur. Je dis merci à DMG pour l'initiative qu'il a lancée. Que le Seigneur le bénisse et le protège. Bang! Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 6e histoire. Salut DMG, c'est Sagesse de Paul le guerrier de Dieu. Je tiens à vous raconter l'histoire mystique que j'ai intitulée Le rituel de purification. Cette histoire se déroule dans une ville de la région du Sud au Cameroun. Avant de passer à mon histoire, pour moi, j'aimerais saluer DMG lui-même, son staff technique, toujours formulé pour que cette émission puisse être réalisée au quotidien afin de nous édifier. Tonton Alex, l'homme de l'homme, la prunelle de l'œil de Dieu, Manbassa, Leonidas, sa citoyenne africaine, les femmes et filles du Sud, Sam Linimatique, la maman plus de bénédiction, maman Ekebe Jacqueline qui raconte toujours les histoires de son quartier, sans oublier mes grands amis, les commentateurs positifs et surtout négatifs. Et aussi un grand dédicace aux narrateurs et narratrices qui ne veulent pas se faire identifier par de noms ou des surnoms. Et là, je vais comme ça vous remercier en vos rôles respectifs ici pour l'apport que vous amenez à cette chaîne qui nous édifie au quotidien afin d'être toujours en éveil contre le monde invisible et surtout prudent dans le monde visible. Je vais passer à mon histoire proprement dite. C'est l'histoire d'un jeune qui était un écolier mais qui a eu la malchance d'aller tomber dans une mauvaise compagnie pendant son cursus scolaire, quoi. Et là maintenant, ses amis là, sa mauvaise camarade là va l'entraîner comme ça à mener une vie de débauche, c'est-à-dire fumer des cigarettes interdites, boire des whisky et frelater, comme ça agresser des gens, aller voler chez des personnes qui sont sorties pour aller gagner les pains quotidiens, faire la cour aux mineurs, jeunes filles mineures et consorts. Donc tout ce qui peut aller aux abominations, ces enfants-là, cette mauvaise compagnie de ce jeune garçon-là se livrait là-dedans. Et maintenant, comme ça là, il va arriver qu'ils sont partis faire un coup de vol dans une maison et là, ils ont été arrêtés par la police et on a conduit toute cette bande-là au commissariat. Et le monsieur qui avait subi le coup de vol là, le dernier coup de vol où ils ont été arrêtés, ce n'était pas la première fois, donc c'était des coups de vol à répétition. Et là, il avait déjà
lancer un mauvais sort à quiconque devait continuer à venir le voler comme ça. De telle sorte que cette personne-là ou ces personnes-là devaient finir soit entre les mains des juridictions, c'est-à-dire en prison, soit encore par lynchage de la clameur publique. Et il va donc arriver comme ça que la mère du jeune garçon qui était dans la mauvaise compagnie vienne là comme ça, pleurer au commissariat, fait comprendre au commissaire que là, son fils a même beaucoup changé. Son fils est quelqu'un qui a de poids, qui est bien joufflu. Mais là, maintenant, il a perdu la tête. C'est comme s'il avait perdu la tête. Il ne reconnaît plus son fils. Il a des cheveux ébouriffés. Il est sale, il est crasseux. C'est monté descendu. Elle a supplié que s'il pouvait trouver un arrangement avec le plaignant, puisqu'on dit souvent, vaut mieux un mauvais arrangement qu'un bon procès. Et là, comme ça, le commissaire a eu de la compassion. Il a fait venir le plaignant. Il a donc plaidé à un arrangement et le plaignant a donc dû accepter qu'on relâche, on laisse partir les enfants. Mais là, il avait déjà lancé son mauvais sort qu'il avait gardé, que par la suite, la maman aussi était allée regarder pour confirmer que les enfants avaient subi un mauvais sort, dont notamment son fils également avec. Elle a donc décidé comme ça, cette maman-là, comme elle était un peu traditionnaliste, elle a décidé comme ça de prendre des coupes, d'aller dans la brousse, couper des herbes et prendre les enfants au sortir de la cellule pour la direction de la mer, pour dire encore plus de l'océan. Et là maintenant, elle va donc au bord de l'eau en question, elle prend ces herbes qu'elle avait coupées là, elle envoie à tout le monde des tenues de rechange, chaussures et vêtements. Et tous les gens qui étaient avec elle pour le rituel de purification, pour enlever le mauvais sort qu'on avait lancé à ces jeunes-là et notamment à son fils. Elle a donc demandé comme ça de se déshabiller. Tout le monde s'est donc déshabillé et tout le monde est entré dans l'eau. Tout le monde a commencé à se laver. Mais les enfants concernés avec son fils, qui était au centre de la situation, ont été comme ça frottés avec les herbes qu'elle avait coupées. Elle les frottait avec comme l'éponge et elle versait l'eau et elle faisait des incantations. Elle a fini de faire des incantations comme ça. Elle a donc dit de prendre tous les habits qu'ils avaient, de lancer au milieu dans l'eau quoi. De lancer bien dans l'eau pour que ça puisse être emporté. Habits et chaussures. C'est ce que tout le monde a fait, donc ceux qui assistaient et ceux qui participaient. Ils ont donc lancé comme ça les habits dans l'eau et ils ont pris des nouvelles tenues quand ils ont séché légèrement et ils se sont rhabillés. Et ils se rhabillent comme ça. La maman en question dit de rentrer, qu'il rejoint les domiciles sans toutefois regarder derrière. Quoi qu'il arrive, qu'il ne faut pas que quelqu'un se retourne. Si quelqu'un se retourne, soit il peut être frappé par la folie, donc devenir fou, soit encore le rituel sera à recommencer à zéro, ou bien et c'est fort et c'est pas forte chance que ce rituel réussisse, que ce qui réussit souvent c'est le tout premier rituel qui peut vraiment marcher dans le cas où les conditions sont respectées selon la tradition. Donc, famille DMG, on voit ici que en quelque sorte notre tradition, nos coutumes, nos cultures en valent parfois le coup. Parce que par la suite, ces mamans-là étaient venues à nous et nous qui avons aussi participé à plaider devant le commissaire pour un arrangement. Elle est venue nous remercier comme ça et elle a dit que le rituel de purification avait réussi puisque son enfant et les autres enfants se retrouvent, ils ont abandonné cette vie de débauche là et ils ont repris le chemin de classe bien qu'ils étaient déjà exclus et ils faisaient l'école buissonnière à l'insu de leurs parents. On a donc dû comme ça les réaccepter à l'école dont les chances étaient ouvertes et ils sont aujourd'hui des élèves assidus et bien intelligents qui avancent bien dans leur classe, dans leur parcours scolaire quoi. Et la famille DMG, je vais toujours exhorter les uns et les autres que malgré que nous avons notre tradition, mais la prière est au-dessus de tout. Donc, en toute chose, mettez d'abord la prière en Dieu Tout-Puissant devant, parce que c'est lui qui a créé tout ce qui nous entoure, toutes les traditions, toutes les cultures, toute la nature et consort. C'est lui qui est le maître de la vie, c'est lui qui a la clé des vivants et de séjour des morts. Donc, c'est lui
qui est vraiment le suprême. C'était l'histoire que je tenais à partager avec la grande famille d'MGT, ça y est, de Paul Gré de Dieu, depuis la vie écrivée au Cameroun. À vous de liker, de commenter, de partager, surtout de vous abonner à la chaîne d'NGTV. Parce qu'avec d'NGTV, l'esprit d'être humain, ça ne veut pour les deux mots par ça du monde visible et invisible. Je vous remercie de m'avoir écouté et à très bientôt pour d'autres histoires mystiques. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié le programme d'aujourd'hui. On se prend demain pour 6 autres histoires mystiques. Ciao, ciao. Partagez, likez.